petite dégustation du milkshake. Alors, un avis? Bon, Oui? frais, Frais? OK, d'accord. fruité. OK. Et toi, Alexandre? Oui, Alex? la banane. Très bien. C'est Unanime. qualitatif. Ça va être un milkshake de qualité. Bienvenue. Bonjour, mon nom est Raphaël et bienvenue dans Milkshake, l'émission qui mélange les différentes saveurs de la pop culture. Aujourd'hui, on va parler de doublage. On va rencontrer des personnes issues du milieu. Bonjour à vous. J'espère que vous allez bien. Bonjour. Ça a été la route? Oh, Ça oui, va? Ouais, Oui, hein, on va dire ok. oui. Au fil de l'émission, nous allons parcourir les différentes étapes du doublage, de la création jusqu'à la finalité. Un peu plus tard, un débat, une question. Le doublage abîme-t-il un film? On va essayer d'apporter quelques éléments de réponse. Et tout cela ponctué par 2 mini-jeux. Bonne émission sur Milkshake. Le doublage, le secteur d'activité qui remplace le dialogue original par une traduction synchronisée dans une autre langue. Gwenaëlle, tu es chargée de production à Bruxelles. Tu as travaillé sur plusieurs séries d'animation, telles que Naruto, Gumball et aussi Rick et Morty. As-tu déjà eu une envie de faire du doublage? Alors, moi, je me suis déjà essayée au doublage, mais j'ai des R qui accrochent. D'accord. C'est propre à la région d'où je viens, la Basse-Sambre, Donc ça te freine pour faire du et doublage? ça me freine pour faire du doublage. D'accord. Ceci dit, je ne suis pas comédienne professionnelle, chacun son métier. Exactement. Alexandre, Alex, tu es au milieu de la table. Tu Ouais. es comédien, tu as prêté ta voix pour plusieurs projets, des films et des séries. Quel a été le projet phare de ta carrière? Si tu t'en souviens. Pouah, plein, mais Ok. mille. Vous découvrez J'ai du une- coup, Alex. Non, j'ai une carrière phare. Quoi. Ok. Parce que- T'as fait les Pokémon, toi, non? Oui, Aussi. Ouais. Ah ben D'accord. voilà, Ouais, j'ai Pokémon. fait des personnages dans Pokémon. Donc- J'ai fait des personnages dans Naruto. Exactement. Je fais des personnages dans One Piece. Et nous avons à côté de moi Véronique, qui est une directrice artistique, mais aussi une comédienne. Tu as travaillé en tant que comédienne sur la série Orange is the New Black, une série Ouais. populaire. Ouais. Et tu es aussi dans le milieu de la direction artistique. Pourquoi concilier les deux? Pourquoi? Parce que c'est super, Ok. d'abord. Et en réalité, beaucoup, voire la majorité des directeurs et directrices artistiques sont aussi comédiens, C'est ça, comédiennes. d'accord, hein. ok. Donc on passe de l'un à l'autre. On est tantôt derrière le micro et tantôt à la prépa ou à la direction artistique. Et je pense que c'est important. Certains directeurs ou directrices artistiques sont aussi ingénieurs du son. Mais il y a peu de gens qui sont pas du tout dans le métier parce qu'il faut quand même un petit peu connaître les tenants et les aboutissants pour diriger les Pour autres. diriger. Ils D'accord. sont parfois aussi chargés de prod. Mais voilà, en tout cas, ces différents métiers, on va pouvoir les parcourir en 3 grandes étapes. Et ma première question, c'est comment êtes-vous tombé dans ce milieu-là? Un peu chacun à votre tour, rapidement. Véronique. Bien, bon, moi j'ai fait le conservatoire, donc je jouais au théâtre. Et c'était il y a fort, fort, fort longtemps, parce que je fais du doublage depuis plus de 30 ans. Donc à l'époque, c'était différent de ce que peuvent connaître les jeunes maintenant qui sortent des écoles. C'est beaucoup plus compliqué maintenant Ok. que ça ne l'était avant, Oui, malheureusement. Et donc, bref, je jouais le rôle principal. Et Daniel Dury, à l'époque, qui était un des précurseurs du doublage en Belgique, m'a attendu à la sortie, je le connaissais pas du tout, il m'a dit bonjour mademoiselle, vous voulez faire du doublage? Moi évidemment j'ai dit oui, je ne savais absolument pas en quoi ça consistait. Il m'a donné rendez-vous dans un studio qui était à l'époque rue Locanguien et il m'a donné le rôle principal d'un film. Ok, directement. Bam, comme ça. Je me suis dit, mais ce type est fou. Bon, au final, ça a été, on a pris le temps qu'il fallait probablement, mais ça a démarré comme ça, c'est-à-dire de rien au rôle principal d'un film. Chose qui n'existerait plus jamais, parce que d'abord, on peut pas, et puis on prend le temps de tester les gens, de leur donner un petit rôle pour commencer, puis un rôle plus important. Et toi, du coup, puis Alex, etc. est-ce que c'était aussi de rien à tout d'un coup ou Moi, c'était de rien à presque tout d'un coup. D'accord, ok. Mais il y a quand même eu un petit truc entre les deux. On m'a invité à venir faire des ambiances 2 fois. Des ambiances, tu sais, Des figurants, par exemple, j'imagine. c'est l'équivalent des figurants. Et toi, alors, Gwen, comment tu as atterri dans ce milieu-là? Moi, j'étais assistante de production en télévision. Donc, j'ai vu une annonce pour être assistante de production en doublage. Il y a eu un peu un amalgame par rapport à la personne qui m'a engagée à l'époque, que je remercie d'ailleurs, parce que sinon je ne serais pas là avec vous aujourd'hui. Et donc aujourd'hui, les années ont passé, comme j'étais assistante de personne, finalement. Ok. Il n'y avait pas de chargée de production, donc je suis passée chargée de production et je suis ma propre assistante.
D'accord, ok. Alors, une dernière question, plutôt peut-être pour Alex et Véronique. J'aime bien parler de bouffe sur ce plateau, c'est un peu la question phare dans chaque émission. Qu'est-ce qu'on mange ou qu'est-ce qu'on évite de manger quand on fait du doublage? Du café. Moi, Là, c'est là, le café. là, c'est boire ouais. pour le coup. Oui, café, chocolat, ça c'est une cata. Ouais. Ouais. Ok, pourquoi? Ça rend la bouche pâteuse. D'accord. Et Alex? Bah, il faut boire beaucoup d'eau, en fait. Ouais. Je bois du café, mais je bois beaucoup d'eau juste Et- derrière, parce que sinon, ça s'entend vraiment. Et j'imagine peut-être manger du fromage, peut-être, ou un repas très... Oui, alors il faut éviter évidemment de Ah, bah, voilà. fumer. Si jamais, par exemple, tu as mangé une gousse d'ail et que derrière tu fumes un gros cigare et tout ça, c'est tes partenaires qui vont plus vouloir Ça, travailler avec surtout toi. Ils vont te détester. Surtout s'il est 9h du D'accord, matin, tu vois. Parce que l'espace d'un studio, ça fait au maximum 4 mètres sur 3 Ouais. et on est 4 Il y a, dedans il y a minimum. ok, c'est- des choses qu'on doit manger ou boire. D'accord. Pour la série Rick et Morty, que vous connaissez probablement, Rick rote, d'accord? Et il rote dans tous ses mots. Et mon ingénieur du son, qui est toujours le même sur cette série, parce qu'il est mon roteur professionnel. Sur commande. Il rote sur commande, oui. C'est très drôle. C'est le seul ingénieur du son, je pense, en Belgique qui est payé pour roter. D'accord. Ok, bah peut-être notre ingénieur du son qui doit être là, si ça t'intéresse de faire un métier pour payer pour être roté, pourquoi pas. C'est un don, hein. Eh ben oui, un effectivement, don. ça peut se développer. C'est un don parce que dans cette série, c'est essentiel. C'est ça, tout à fait. Mais en tout cas, merci pour cette petite rubrique. Elle n'a jamais été aussi importante dans un milkshake quand on parle de nourriture. Merci pour votre partage. Avant de continuer à discuter, place à un petit jeu. Premier mini-jeu. Une liste de films va s'afficher à l'écran et vous allez devoir deviner quel film est préféré regarder en VF ou en VO. Première manche, nous avons Ghostbusters, Indiana Jones, Retour vers le futur, Blade Runner, Mad Max, Terminator 2. Alors, quel film? Ouais. Il y en a deux dans Ouais. cette sélection. Moi, je sais. Donc, Vas-y, ok, vas-y, vas-y. lance. Bah, Retour vers le futur. Oui. Alors Logique. ils sont tous appréciés, mais il y en a vraiment deux qui sortent du lot. Bah, pour moi, à mon avis, Retour vers le futur et les... Ah, merde. Et Ghostbusters, moi je dirais. Parce que c'est un peu, je pense, peut-être que je me trompe, mais que c'est très connoté années 90. C'est les ados des années 90 qui l'ont regardé. Ouais. Et les années 90, on est très doublage. Ouais, on Ouais. nous a pas proposé de sous-titrage. Donc, quand je disais Retour vers le futur, après, j'ai eu un bug. Je me suis dit, oui, Ouais. mais attends, Ghostbusters, ça... évidemment. Blade Runner. Ah oui, c'est pour ça que j'ai choisi aussi. voilà, et donc, C'est ouais, ça, donc, c'est piège. Les gens préfèrent regarder des films en VO quand les comédiens sont très connus parce qu'ils aiment bien entendre la Mmh, voix forcément. d'un comédien très connu, par exemple, la voix originale. Moi, je crois ça, mais bon. Moi, je les ai tous vus en VF. Mais alors du coup, personnellement. Alexandre, dernier mot, Retour vers le futur et quoi, Ghostbusters? Ouais. Alors, Après, j'entends la voix des mecs en français. Ah oui, Bien oui, sûr, oui, forcément. ouais. Parce que je l'ai vu gamin et qu'à l'époque, on nous Bah, on l'a proposait pas tous le vu en film français. sous-titré. pour compliquer le jeu, il y a une bonne réponse et une mauvaise. Je dirais pas laquelle. Indiana Jones. Dans la ce que je viens de deuxième. Dans ce que tu viens de dire, effectivement. Et voilà, il y a un des films que tu as proposé qui est bon et l'autre n'est pas Et dans le l'autre, top. allez. Moi, je dirais que le bon, c'est Retour vers le futur. Il me faut du coup les deux bons et Et je le vous dirai la deuxième, bonne réponse. C'est Alors, on va Indiana dire autre chose. Jones. Terminator. Mauvaise réponse. Donc ça veut dire Terminator. qu'il y a un bon qui est encore récurrent. Ah, il y a quand même Mad un Max. bon. Donc, s'il y a encore un bon, c'est que c'est Retour vers le futur. Exactement. Et donc, le deuxième, Mad Max. Terminator. Exactement. Mais je Terminator l'avais dit, 2. tu n'as pas dit exactement. Ah oui, c'est Nom vrai. d'une pipe. Mais en tout cas, ok, Ah, voilà. on verra, le monteur nous dira exactement. Alors, autre liste de films, il y a cette fois-ci un film qui est adoré en VF. L'arme fatale. Ouais. C'est le 3. Hein. C'est le 3. Et donc, Voilà, donc il y a Seven, Alarm Fatale 3, Tom Cruise Mission Impossible le premier, Bad Boys premier, Transporter D'ailleurs, 3. parce qu'il y a Bruce Willis et donc... mais bon, Ouais. Dernier choix. pareil pour Mel Gibson. Mission impossible. Te, 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 Non, te. je dis l'arme fatale. Ok, et pour Ouais, toi, moi, Véronique moi aussi, j'ai dit l'arme fatale. Bah, pourtant, quelqu'un a dit la bonne réponse, mais Mais malheureusement... Mission impossible. Non, mais ne l'a pas Non. dit pour son dernier verdict. Ah, c'est Die d'ailleurs. Hard, voilà. c'est Die Hard. Mais Die c'est Hard. vrai. Effectivement. Alors, troisième manche, il y a cette fois-ci, bon, pour vous aider, un film d'animation qui est dans le top et un film
en live action qui est dans le top. Mais là, c'est facile. C'est Toy Story. Et Dirty Dancing. Oui, et Dirty Dancing. Ça, c'est Effectivement, tellement ouais, obvious, ouais, ça, Ouais, c'est tout à fait, évident. exactement. Et donc, est-ce qu'on peut dire qu'en fin de compte, l'attrait pour la VF, c'est quelque chose de générationnel aussi? Oui. Oui. Et de Sûrement. culturel aussi. Et culturel, bien Ouais. sûr. Oui, C'est très francophone. C'est je très pense. Tout à fait, francophone. tout à fait. Bien Ok. Mm. Voilà, en tout cas, c'était le petit mini-jeu pour cette transition. Passons du coup à la rubrique suivante. À travers l'émission, on va aussi découvrir les 3 grandes étapes de fabrication d'un doublage. Alors, Gwen, comme tu es chargée de production, alors, quelles sont les étapes, en résumé, de ton travail avant un enregistrement classique? Je vais essayer de faire court. Donc moi, je travaille pour une société française qui a des studios à Bruxelles. D'accord. Donc moi, je reçois un projet. Je vais en citer un. Je reçois Polly Pocket, par exemple. Saison 7, Polly Pocket. On me dit, ça arrive telle date, le matériel arrive. Quand on parle de matériel, c'est la vidéo, c'est les scripts VO, on parle pas encore de la VF, mais on parle du matériel VO. Et qu'est-ce qui est compliqué dans ces phases avant l'enregistrement? Parce qu'il y a quand même pas mal de Donc quand je tâches reçois administratives. un projet à doubler, entre le moment où je dois le doubler et le moment où on livre, Mhm. ça dépend du projet, mais on est sur une fourchette de 2 mois. D'accord. Donc entre le moment où je sais qu'on l'enregistre et le moment où on le livre. Entre le moment où je sais qu'on l'enregistre et qu'on l'enregistre réellement, il y a entre 2 semaines et 1 mois et demi. D'accord, ok. Il y a un casting qui vient se mettre avant ça, donc où on va caster les voix, les 5 ou 6 voix principales. Et j'imagine que c'est à ce moment-là que tu rencontres Véronique, par exemple, qui Voilà, viendrait en se fait, greffer au moi, profond. quand je reçois un projet, si c'est une continuité, Polly Pocket, vu que j'ai commencé par ça, c'est la saison 7, eh bien, je dois en priorité contacter le directeur artistique qui a déjà dirigé les 6 précédentes C'est ça. saisons. Mais d'ailleurs, c'est une parfaite transition parce qu'en faisant des recherches, j'ai cru comprendre que quand même le doublage, c'est un milieu qui est quand même très, cadenassé. Et même, il y a très peu de gens qui peuvent en fin de compte observer un doublage, une Ouais. session. Pourquoi en fait? Comment ça se fait? Mais c'était plus facile avant, encore une fois, malheureusement pour les jeunes. Il y a eu un moment clé, c'est le Covid. Ah oui. Et avant ça, on doublait régulièrement plusieurs au micro, parfois même 6, par exemple, quand on faisait Oui. des ambiances. Ok. Et c'est bien plus amusant de faire une ambiance à 6 au micro, parce que voilà, on se parle entre nous, etc. Ouais. Alors que depuis le Covid, vous imaginez faire une ambiance dans un aéroport ou un restaurant où il y a 25 personnes, être tout seul au micro en faisant oh merci, non pas du tout, écoute bien, enfin etc. Donc c'était pas très drôle. Et ce qui est bête, c'est alors je ne sais pas, certains studios sont plus réticents que d'autres, mais certains studios continuent à fonctionner de la même façon, c'est-à-dire à privilégier une personne à la fois au micro, éventuellement 2, on commence à éventuellement 3, mais encore avec des pincettes, et de moins en moins à permettre à des jeunes d'assister. Oui, c'est ça. Or, c'est la seule façon vraiment de comprendre ce que c'est et d'apprendre, c'est d'être là pendant 1, 2, 3, 4 après-midi en regardant ce que font les pros. Et donc, une dernière question pour terminer cette rubrique. Voilà, quand le projet de doublage, l'enregistrement a été fait, ensuite tu l'envoies au client, il y a parfois des retakes. Comment ça se passe? Pourquoi il y a des retakes? Qu'est-ce que c'est? Pourquoi il y a des retakes? Il y a plusieurs raisons. Et t'entends, j'ai dit raison et ça accroche. C'est déjà un retake, ça. Donc, soit on a oublié d'enregistrer la phrase. C'est soit un oubli, soit c'était une mauvaise détection. Donc, au mauvais personnage, si le personnage avait déjà été enregistré ou quoi, voilà, on passe dessus. Mince, le comédien est déjà venu. C'est retake. Soit le comédien, il a dit sandwich au lieu de sandwich. D'accord. Bah, voilà. Nous, on doit faire semblant qu'on est français, hein. Ah oui, parce que... Forcément, ok, ouais, on forcément. travaille à Bruxelles, Ouais. mais on doit avoir le français irréprochable, Des Français. le français de la tête des Parisiens. Et le français d'un client n'est pas le français de l'autre. Il y a une autre sorte de retake, c'est un changement de texte. Ok. D'un coup, le comédien à l'écran, l'acteur à l'écran, il est en train de manger un cookie. Et finalement, le client n'aime pas les mots anglais. Ok. Donc, il veut qu'on dise un biscuit. Ce qui m'énerve, parce que biscuit, c'est des mots, c'est un retake assuré. Le oui,
Enfin, Ok, on a rien que des ça. problèmes, hein, les Belges, Vous, avec... vous faites des retakes, ça vous arrive parfois aussi Bah oui, tout le monde en Oui, fait. bien sûr, mais parce qu'en effet, on a dit un mot, parce qu'on a un petit peu bafouillé, que ça s'est pas entendu, parce que, comme le dit Gwen, il y a un changement de texte, parce que, pour plein de raisons, Ok, oui, d'accord, bien sûr, ok. c'est normal. Et parfois, c'est vraiment très lourd. Par exemple, moi, j'ai déjà eu tout à coup le client qui décide de changer le prénom d'un personnage. D'accord. Ça semble anodin, sauf que pendant tout le film ou la série, tout le monde a appelé Gilbert, et tout à coup, on va l'appeler Jacques. Donc, on doit faire revenir un peu tout le monde pour dire Jacques. Enfin, c'est ridicule et ça coûte Ça coûte beaucoup de l'argent. d'argent, évidemment. Oui, et du il est- temps, et du temps. Et du temps, ok. Bah, c'est vrai que Gilbert ou Jacques, on se dit c'est absurde, mais on est sur du Jennifer ou du Jennifer. Oui, Oui, ça aussi. Plutôt. bien Rien que sûr. ça. C'est plutôt ça les problèmes de... Enfin, ça peut être Gilbert ou Ça peut Jacques. être tout, en Mais fait. Hein. En général, quand on change un prénom, c'est parce que le client, il a décidé qu'on disait Jennifer et pas Jennifer. D'accord. Mais voilà, en tout cas, merci pour cette rubrique où on parle un peu de l'aspect production et l'aspect préparation avant l'enregistrement. Donc, effectivement, pour faire un bon doublage, il faut une directrice artistique. Un métier un peu pas très connu, mais en même temps extrêmement nécessaire. Véronique, pourquoi on a besoin d'avoir une directrice artistique sur un plateau? Et c'est quoi un peu les tâches que tu dois faire Bah, ça commence aussi avant, un peu comme la prod, ça commence avant, c'est-à-dire la prod contacte, la prod donc des différents studios contacte l'un ou l'autre directeur, directrice artistique pour proposer un produit qui peut être un film, qui peut être un dessin animé, qui peut être la reprise d'une série, parce Ok. que effectivement, comme disait Gwen, quand on dirige une série, en général c'est le même DA qui continue les différents épisodes. Bref, quand un produit arrive, la prod communique ça au directeur, directrice artistique, envoie le produit souvent en VO, bien Ok. sûr. Donc on peut visionner les vidéos. Alors, du coup, tu regardes les extraits et ensuite, après, tu... Donc, il y a une étape où d'abord, tu regardes toute la Bien série. sûr. Ok. Toute la série ou tout le film ou tout le dessin animé, pour essayer de faire le casting. Oui. Alors de deux choses l'une, soit les clients ont demandé un casting, par exemple pour les rôles principaux, donc ça on le fait en amont, on propose 3 ou 4 voix pour chaque personnage, on attend la réponse du client, bon voilà. Soit il n'y a pas de casting demandé par le client, et donc c'est vraiment le DA Ok. qui va choisir, qui va visionner le film en se disant tiens là je verrais bien machin, la machine, la machin, oh ou bien machin ou machin, je sais pas, j'hésite entre deux. Ça, c'est la première phase du boulot qui est assez sympa. Ensuite, il faut contacter les gens Oui, oui. pour savoir s'ils sont libres. Et donc, en fait, c'est vraiment un travail presque aussi administratif. en fin Ah de oui, compte. ça c'est la partie plus administrative de la chose. Et la partie vraiment marrante arrive quand on est sur le plateau. Parce que là, on est dans un rapport étroit. Il y a un duo qui doit très bien matcher à la base. Ok. C'est DA, ingé son. Si ça matche pas bien entre les deux... Parce qu'il doit y avoir une espèce de complicité, voilà, on doit fonctionner ensemble. Parce que l'ingé son, son job va être potentiellement plus technique. Il va devoir signaler quand il y a effectivement un bruit de bouche. On parlait de schlick, nous on appelle ça des schlicks. Bon, le DA a un rôle plus de metteur en scène ou de C'est ça. directeur d'acteur. Il y a deux aspects au boulot de doublage. Il y a le côté place, c'est-à-dire on doit être bien placé, on doit être raccord, on doit Oui. être leaping. Parfois, et le plus souvent bien sûr, puisqu'on travaille avec des professionnels qui font ça tous les jours, le plus souvent c'est millimétré quoi. Ça c'est l'aspect un peu technique, et l'aspect jeu, c'est comme un metteur en scène, c'est-à-dire pouvoir dire au comédien et à la comédienne, écoute là tu sors de l'image, c'est-à-dire c'est trop fort, c'est trop fâché, ou c'est trop triste, ou c'est trop n'importe quoi, ou pas assez. Éventuellement on va aller écouter un épisode précédent pour remettre la voix. Enfin, c'est le côté chouette et enthousiasmant du boulot, c'est vraiment sur le plateau. Et puis après, il y a les fameux retakes. Tout à fait. Soit c'est le DA qui le fait si la personne est là, est libre, soit c'est la chargée de prod, et bon voilà, on gère ça en général entre DA et prod. Et est-ce que... Parce que forcément, comment dire, diriger une voix, ça nous semble, nous, en tant que public, assez compliqué, parce que généralement, sur un plateau, on peut diriger un corps. Mais du coup, pour diriger une voix, tu as des mots particuliers que tu dis, ou c'est purement la technique, comme tu l'as dit à l'instant? Non, mais d'abord, voilà, on est des comédiens professionnels. Tout à fait. Donc, on a sur le plateau des gens qui font pas que ça, puisqu'on peut faire du théâtre à Tout à côté. fait, Mais oui. quand on est en studio pour faire du doublage,
on fait du doublage. Donc, on sait très bien de quoi on parle les uns et les autres. Hein. Il est rare qu'on ne comprenne pas ce que le DA veut demander. Ou bien. Donc, c'est une direction. Oui, c'est une direction, mais c'est pas que la voix, c'est le jeu surtout. Le jeu, oui, hein. oui. C'est l'émotion, c'est la direction du jeu. Et puis, la première chose, c'est aussi essayer d'être au maximum en adéquation avec ce que propose l'acteur. Donc, la VO. C'est la base, Oui. évidemment. Hein. On va d'abord voir ce que propose le comédien dans son jeu, à l'origine, et essayer de le reproduire. Maintenant, il nous arrive parfois de devoir travailler sur des produits où on se dit « Ouh là 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 !» Que c'est du coup... ouais. Par exemple, je sais pas, on trouve que c'est un peu too much. Voilà. Et parfois, on se demande est-ce que les VF sont bien par rapport aux VO et tout. Eh bien, moi, je trouve que parfois, les VF sont meilleurs que les VO parce que, voilà, on a un peu ramené le jeu d'un comédien ou d'une comédienne qui était un petit peu exagéré, caricatural parfois. Et c'est peut-être même le plus souvent dans les dessins animés. Parce qu'on a des dessins animés où non seulement le jeu, mais même le placement, le lipping, donc le placement dans la bouche, est pas correct. Et D'accord. nous, on essaye de faire un meilleur boulot, quoi. On essaye D'accord, à ce d'être... point-là. Ah Ok. oui, non, c'est courant, hein, Ok. franchement, c'est courant. Donc, et ça, c'est satisfaisant. On se dit, on a un produit et on a essayé de, non seulement de le servir, mais peut-être, dans la mesure de nos moyens, de l'améliorer. Et est-ce que, face à un extrait, on n'est pas parfois un peu impressionné par le comédien à l'écran qui envoie une telle énergie? Et est-ce que, comment on va y arriver? Ça vous arrive parfois par vous mettre en question, mais d'être un peu impressionné et de dire comment on s'y prend pour doubler ça, quoi? Ah ça, c'est chouette. Enfin, Ok. quand on a un challenge comme ça, c'est positif. C'est beaucoup plus agréable de doubler Ouais. quelqu'un qui joue bien et qui envoie que de doubler un truc un Tout à peu fait. nul. Et ce qu'il y a aussi, c'est que ils ne voient pas forcément les scènes dans l'ordre. Ah oui, ok, d'accord, il y a ça aussi. Parce que s'ils sont convoqués avec un autre comédien, c'est parce que c'est en fonction de leur disponibilité aussi, les convocations. Hein. En général, c'est ça qui règle la convoque. On peut très bien commencer un film par la fin. Tout à fait. Ok. Donc, il faut être dans une énergie comme si ils avaient déjà enregistré tout le reste. Et c'est Et là que c'est là que- le DA intervient Extrêmement aussi, parce important, qu'en ouais. racontant l'histoire, en disant, bon, on n'a pas le temps de le voir, mais juste avant, tu t'es frité avec le gars, et parce que ceci, cela. Autrement, c'est vrai que c'est compliqué d'être D'accord. dans la situation. Ok. Mais voilà, en tout cas, merci pour cette ouverture, cet éventail qu'on a pu saisir sur le métier de directrice artistique. Il y a encore pas beaucoup de choses à dire, j'imagine, mais je pense que naturellement, il y a en tout cas, il y a pas mal de vidéos et d'informations qui traînent sur Internet qui peuvent vous permettre de vous renseigner sur la question. Et j'imagine que peut-être, si on met votre adresse email, si quelqu'un veut vous écrire une question en plus, pourquoi pas? Avec les réseaux sociaux, c'est facile de joindre les gens maintenant. Tout à fait, j'imagine, oui. Il est récurrent de lire sur Internet des débats assez virulents sur la version française, sur la VO, comme quoi la VF abîmerait les films. Et à chaque fois, leur argument de base, c'est « Oui, mais le doublage fait du mal à l'œuvre originale, fait du mal à la performance des comédiens à l'écran. » Et donc, aujourd'hui, pour un peu avoir votre avis, même si je le connais en partie, mais ce serait aussi pour redorer le blason du doublage français, est-ce que le doublage abîme-t-il des films? Oui, non, pourquoi? Rapidement, en quelques mots. Je pense qu'il y a pas à redorer le blason, parce que ça s'adresse pas forcément aux mêmes personnes. Je trouve, moi-même, j'aime bien regarder des films en VO, et quand la personne maîtrise suffisamment la langue, par exemple si c'est un film en anglais et que l'anglais est suffisamment fluide, ou l'italien ou l'espagnol, mais la version française a vraiment une raison d'être. Ça peut être pour des personnes qui ne connaissent pas la langue parlée, et à ce moment-là, évidemment, il y a du sous-titrage. D'abord, il n'y a pas toujours du sous-titrage, mais suivre un sous-titrage fait perdre des tas de choses. Il y a des tas de raisons pour lesquelles la version française est importante, et parfois la version française est meilleure que la version Effectivement, on en originale. reparlera d'ailleurs après. C'est générationnel. aussi, par Alex, ton avis? Ouais, mon Alors avis, même- il est personnel. Mon avis personnel, il est partagé. C'est-à-dire que, en tout cas, je trouve qu'il y a des créations de voix sur des dessins animés qui sont quand même. Enfin, je préfère alors profiter de tout le film sans devoir lire, évidemment, en français. Mais par contre, je sais que qu'il y a une série de grands réalisateurs qui défendent le doublage parce qu'ils font de la photo animée. Ok. Ils lèchent l'image. Et puis c'est pas juste de la photo, c'est pas juste du léchage, c'est pas juste une esthétique. Ils donnent du sens à chaque chose, qu'ils mettent chaque petit détail dans l'image, et que en fait
pour beaucoup de réalisateurs, un film idéal, c'est un film sans dialogue. C'est un film qui se regarde et qui se comprend, en fait, par l'image. Évidemment, on peut pas tout faire comprendre par l'image, alors on doit par-ci, par-là rajouter du dialogue. Voilà. Et c'est presque un échec, j'ai envie de dire. Bande de mauvais réalisateurs. Et donc, mais bon, pour les tout grands, par contre, il y en a qui défendent ça, dont Hitchcock, quand même. Est-ce que vous avez des exemples de films qui ont été sublimés par le doublage? Je sais que moi j'ai trouvé l'exemple de Mario Bros, ou en tout cas en Amérique ça n'avait pas beaucoup plu le doublage, et pourtant en France ils avaient bien aimé parce que l'acteur qui jouait Mario, Pierre Tissier, avait un timbre de voix qui se rapprochait de celui de Charles Martinet, qui était la voix originale de Mario. Est-ce que vous connaissez aussi d'autres exemples? Starsky et Hutch, je parlais Oui, tout de à fait, Starsky et Hutch. exactement. C'est quand la... Donc, à l'époque, il y avait un accord entre la chaîne qui allait diffuser la série en France et la production américaine en amont. Hein, donc, les mecs ont produit leur série en pensant qu'ils allaient le vendre au public francophone. Donc, ils ont tourné une saison aux États-Unis. C'était une saison d'une série de flics qui enquêtent, de mecs un peu, voilà, des mecs, des casse-coups, voilà, qui résolvaient des enquêtes, tout simplement. Et quand la série est arrivée en France, les Balutins et je sais plus qui c'est dommage, c'est vraiment pas juste, mais bon, c'est pas grave, ont vu arriver la série et ils se sont dit que c'était assez terne. Et le directeur artistique qui les connaissait qui les connaissait bien, les deux doubleurs français, parce que c'est un duo au théâtre aussi, un duo de comique au théâtre. Il s'est dit, je vais les laisser partir en freelance. Et ils sont partis en couille. Et ils ont rajouté plein de blagues, de connivence et tout ça. C'est devenu une série presque de comédie. D'accord. Ils se sont marrés comme des cons. Et cette série a fait une sorte de flop aux États-Unis. D'épisode en épisode, il y avait de moins en moins de téléspectateurs. Et d'épisode en épisode, en France, il y en avait de plus en plus. Et la prod qui a vu ça de loin, la prod américaine, s'est dit, mais on va rappeler les scénaristes et on va leur demander de rajouter de l'humour, tout simplement. Et là, la série a duré, je sais plus combien d'années, mais longtemps. Donc oui, je pense que parfois le doublage fait des bonnes choses, et sauve des produits. Et en fait, c'est dû à quoi le fait que parfois on a des produits, des œuvres, des films qui sont très bien doublés, où on y croit, et d'autres moins du tout? Je pense qu'on tourne un peu avec la question précédente. C'est essentiellement une question de budget. Le budget, de temps. tout à fait. Certains produits, mais c'est rarissime de plus en plus. Avant, on avait la possibilité, par exemple, si on double un film et que de faire visionner le film aux 2 ou 3 acteurs principaux. C'est devenu extrêmement rare maintenant. On ne voit pas le film en entier avant, hein, à part le DR, je veux dire, mais les comédiens. Or, c'est important, mais tout ça est vraiment une question de budget. Oui, parce on doit que aller à l'essentiel et à l'efficacité. Mais est-ce qu'il n'y a pas aussi peut-être parfois le rôle du casting, où peut-être là on n'a peut-être pas chopé la bonne personne qu'il fallait pour interpréter la voix, ou c'est vraiment à chaque fois? Je pense que c'est rarement ça le problème. Je pense que c'est rarement souvent parce qu'il faut aller trop vite, Tout à fait, mais parce qu'il a fallu aller trop vite pour faire l'adaptation. Oui, à tout niveau. Parce que du coup, l'adaptation est arrivée trop tard chez le ou la directrice artistique, et que donc elle n'a pas pu vraiment préparer son casting, voilà, et que donc il n'y a plus vraiment les gens disponibles, peut-être aussi, j'en sais rien moi, mais en fait tout ça c'est une question de budget. Et on a parfois des situations très énervantes où le client dit, par exemple une série, admettons, il y a 25 épisodes, le client va dire il faut qu'il soit doublé pour dans 2 mois, les 25, etc. Donc on carbure, on compresse, on fait le maximum. Et puis il y a le moment où le client revoit le truc, et on a les fameux retakes qui arrivent. Et les fameux retakes parfois arrivent 4 mois, 6 mois plus tard. Donc on se dit, mais où était l'urgence, quoi? Pourquoi est-ce qu'on a dû speeder comme des fous alors que eux n'ont pas visionné? Parce que après la personne qui est chargée de la prod va relancer, par exemple, en disant est-ce que vous avez visionné tel épisode, est-ce que c'est ok, etc. Et on va peut-être lui dire oui, non, pas encore. Donc on a dû speeder à un certain stade du boulot, et après, pouf, ça se dilue. En tout cas, il n'y a pas de raison réelle, quoi. En tout cas, par rapport aux gens virulents qui sont anti-doublage,
Il y a quelques semaines, j'étais un petit peu au bord de la dépression. Il faisait gris, on était en juillet, il douchait, je me sentais nul, je cherchais du sens à ma vie. Et j'ai, par dépit, tapé mon nom sur Internet, parce que voilà. Et j'ai vu, j'ai tapé mon nom, et puis j'ai tapé image. Ah non, c'est pas par dépit. Enfin, si, peut-être aussi, mais c'est parce que j'avais besoin d'une photo de moi et que j'avais plus de photo de moi. Efficacité. Et puis j'ai vu qu'il y avait une petite capture d'écran de discussion sur X avec mon nom. Je suis pas sur X, moi. Alors je suis allé sur X et j'ai vu qu'il y avait des discussions de fans, de mecs qui m'avaient entendu dans ça, et alors dans ça, et ils trouvaient que c'était trop bien, et que machin, etc., etc. Et là, je me suis regonflé. Oui. J'ai repris un petit peu d'assurance. Je me suis dit, qu'est-ce que je suis important. Mais non, mais c'est aussi une vraie question. Enfin, c'est pas... comme tu le dis, vous arrivez à passer le cap toujours de se dire, ok, bon, on fait un art qui est littéralement clivé sur Internet, où certains haïssent ça et d'autres adorent ça. Pour le moral, ça va? Donc, du coup, peut-être plutôt pour Véronique. Oui. Moi, j'avoue que ça m'est un peu équilatéral. Non, mais c'est Ce qu'on peut, enfin, tu vois, les débats, bon, chacun pense ce qu'il veut, et en fait, je comprends et l'un et l'autre. Okay. Donc voilà, il se fait que c'est notre boulot, et on essaye de le faire du mieux possible. Donc bon, voilà, le débat pour moi n'a pas forcément lieu d'être. C'est juste un débat d'opinion. Tout à fait. J'aime bien, j'aime pas. C'est comme est-ce que t'aimes le camembert ou pas. Enfin après. Ok, mais merci en tout cas pour cette grosse parenthèse. Je voudrais du coup essayer d'apporter une sorte de conclusion à ce petit débat. J'ai vu un avis qu'on peut voir sur l'écran. Perso, je peux pas voir un film qui se passe en Allemagne ou en Corée où tout le monde parle français et c'est réaliste. En fin de compte, tout ça, c'est c'est psychologique en fait. Est-ce qu'on pourrait pas dire que le rejet par rapport au doublage de manière générale, et cette impression que le doublage abîme les films, c'est pas quelque chose de psychologique, juste qu'on s'arrête en fait compte à des barrières de la langue. Oui, je crois qu'on a déjà évoqué ça. C'est vraiment très personnel. Tout à fait. Voir un film coréen, ça a du sens dans la mesure où on a tous doublé, je pense, des séries coréennes. Hein. C'est très compliqué parce qu'ils ont un jeu extraverti terrible avec des grands mouvements de bouche, etc., des grands mouvements d'yeux, bon, qui est pas du tout, c'est pas du tout les mêmes codes que les nôtres, et donc on essaie un petit peu de faire un quiproquo, ou non pas un quiproquo, un équilibre plutôt entre ce qui est à l'image et ce qu'on donne. Bon, mais par contre quelqu'un qui voudrait voir une série coréenne dans son jus, je peux comprendre, parce que c'est différent. Il y a probablement une énergie comme ça dans la langue qui correspond plus au visuel que ce que nous, on va faire. Parce que si en français, on fait l'équivalent de ce qu'ils font en coréen, c'est juste inaudible. Mais c'est vrai que comme on est dans le domaine de l'artistique, on pourra toujours taper dessus. Puisque de toute façon, il y a une part d'objectivité, mais il y a une énorme part de subjectivité. C'est indéniable dans tous les domaines artistiques. Mais il faut juste se dire, c'est que nous, on veut que les gens se déconnectent. D'accord ? Tu regardes un film parce que tu as eu une grosse journée, ou tu veux te détendre, ou voilà. Si tu arrives à oublier que c'est de la version française, c'est tout gagné. Mais c'est parfois un lien amusant. Là, je t'en parlais là tout de suite. J'avais pas eu l'occasion de voir ce film de Snatch, qui est un superbe film. Guy Ritchie, ouais. Et je me suis vraiment beaucoup amusée. J'aime bien ce genre de cinéma distrayant. Et j'ai fait un petit jeu de matching en passant de la VO à la VF. Parce que je connais bien, j'ai travaillé avec lui plusieurs fois, le gars qui est Bernard Gabé, qui double Brad Pitt. Et parce qu'on parlait de quand parfois la VF sublime, eh bien je trouve que c'est le cas. Par exemple, dans The Snatch, parce que Brad Pitt, qui est extraordinaire, hein, quand il fait le manouche, qui prend son accent, hein, bon, il est formidable. Mais en VF, je trouve que Bernard a ajouté un truc en plus, parce que quand il fait le manouche, quand il double Brad Pitt dans ce film-là, parce que d'habitude il le double normalement, il lui a donné l'accent ch'ti. Et c'est drôle parce qu'il est totalement incompréhensible. D'accord. Parce que je parle comme ça, on ne comprend rien à ce qu'il raconte. Et alors qu'en anglais, tu comprends un petit peu, mais là, tu comprends. Et alors, tu vois, Brad Pitt, qui a l'accent ch'ti, j'ai trouvé ça irrésistible. Faire passer les blagues, c'est compliqué aussi. Je pense à la série Rick et Morty. On a de très bons adaptateurs parce que c'est un univers particulier et les fans, ce sont des fans incommensurables. Mais on a aussi une série qui s'appelle Robot Chicken. Vous pouvez checker, c'est Adult Swim qui est très chouette. fait ça. C'est du stop motion et c'est des sketchs
de 30 secondes, 40 secondes, blague sur blague sur blague sur blague. Mais On c'est pleure de vraiment rire. à destination des geeks, hein, parce Oui. que c'est référence sur référence. Mais la sur référence. VF est incroyable. Et comme nous, on a nos références en VF, moi, je regarde Robot Chicken en anglais, je ne comprends rien. Bien sûr. Ok. En français, je Mais tu comprends, pleure oui, de tout rire. à fait. Ok. Mais Pourtant, même c'est la au même niveau de la chose. préparation, par exemple, puisque c'est une série que je dirige, c'est un boulot de dingue parce que chaque petite séquence fait allusion à un truc, à un autre truc. Hein. C'est des recherches, mais pour essayer de comprendre de quoi il parle. quoi il en C'est parle. fait. Blanche-Neige, Parce que c'est vraiment c'est geek, Star Wars, D'accord. enfin, il faut regarder. Robot Chicken, En tout cas, merci pour la référence. Alors, lorsque il y a la chargée de prod qui a fait son travail, ensuite la directrice artistique qui a pu caster les comédiens pour le doublage, vient après l'enregistrement. Et du coup, je m'adresse à toi, Alexandre. Alex, on a parlé du coup de donner vie à un comédien à l'image, mais comment, et de respecter aussi fidèlement ce qui se passe à l'écran, mais comment tu peux t'approprier aussi ce que tu vois? Est-ce qu'il y a quand même une marge de manœuvre qui existe? Oui, ça dépend de la prod, ça dépend de la directrice artistique, Ouais. ça dépend du produit. Mais ouais, il y a des gens dans le métier qui considèrent qu'on ne fait pas de doublage, mais qu'on fait de la version française. D'accord, ok. Et qui donc ont un autre angle d'attaque. Et ça veut dire aussi que dans l'adapt, il y a aussi un petit peu plus de liberté et un petit peu plus de détachement sur la VO, ouais, par rapport à la VO. Et quand tu interprètes un personnage, est-ce que tu arrives à te dire « Ah, ça y est, là, j'ai réussi à poser ma voix parfaitement » ou tu as toujours en tête ce côté où je peux faire mieux et est-ce que tu es satisfait de ton travail? Non, je suis pas satisfait Ok, de mon travail. D'accord. Et c'est impossible. Ouais. Parce que c'est un métier de compromis. Ouais. Et c'est un métier de compromis entre soi et l'acteur qu'on double, à qui on fait allez, on est un petit peu en contrat avec le gars. On se dit, bon, je suis désolé, mon vieux. Je sais bien que c'est pas ce que t'as fait. J'ai pas répété comme toi. J'ai moins de temps. Je fais tout ce que je peux, je te promets. Mais bon, voilà, hein, Ouais. tu sais. Et c'est un compromis avec l'ADA, c'est un compromis global. Oui, avec, tout à fait. Voilà, aussi pour le son, parfois c'est cette prise-là qu'on va garder parce qu'elle est meilleure, donc c'est des compromis. Mais non, pour répondre à ta question, je suis toujours frustré. Ouais, je peux imaginer. Je voudrais refaire un mois. Oui, enfin, comme un tu vois. comédien sur plateau, Oui, c'est d'avoir le ça. temps de... Je pense Oui. que pour atteindre ce que font les mecs, il faudrait presque ça. Oui, Mais tout à fait. C'est bon. tu peux pas le budgétiser. Mais je pense qu'en vous écoutant, les gens derrière leur écran sont fantasment un peu le boulot. Alors, c'est quoi l'aspect un peu plus difficile en tant que comédien de doublage quand on est face à l'écran, qu'on doit prêter sa voix à un acteur à l'écran? C'est quoi la chose la plus difficile? Je sais. Ce qui est difficile, c'est La rythmique Non, c'est pas tellement ça. Par exemple, quand il y a des scènes très difficiles, des scènes que je trouve difficiles, des trucs où tu dois pleurer très fort, rire juste pendant très longtemps, retrouver le rire juste, et ainsi de suite. Là, c'est très difficile. Oui, tout à fait. Voilà, doubler des trucs avec lesquels t'es pas tellement en accord. Oui, t'es pas gay. effectivement, c'est vrai. Ça arrive parfois. Ça arrive parfois. Et alors là, Ouais. tu dis, bon, tant pis, on m'avait pas prévenu, j'aurais dû le dire, voilà. Mais c'est une bonne transition. Est-ce qu'il y a des projets que tu as déjà refusés de doubler? Oui, il y en a Ok. un que j'ai refusé. À part, voilà, des contenus érotiques. Non, mais ça, on m'a pas prévenu. D'accord. Non, oui, j'ai déjà refusé un truc parce que j'étais pas en accord avec. D'accord. Des petites anecdotes, quand tu dis un truc difficile, par exemple, moi, ça m'a évoqué un souvenir. J'ai 3 enfants, hein, et donc un jour j'arrive sur le doublage d'un film, et j'étais loin dans une de mes grossesses, c'est-à-dire j'étais presque au moment de l'accouchement. Et j'arrive, et c'était à Paris, c'était une équipe que je connaissais pas bien. Et j'arrive, et alors je vois vraiment la DA qui blêmit et qui fait « Oh, ça va pas le faire. » Je dis « Pourquoi ? » « Oh non, ça va être trop, c'est pas possible. » Ils commencent à parler entre eux. Je dis « Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce que j'ai fait ?» Enfin, je comprenais pas. Et puis, une nana qui vient me trouver, qui me dit « Écoute, est-ce que tu veux quand même essayer parce que c'est une scène d'accouchement ?» Je dis « Bah oui, ça va, pas de problème. » Ok. Oui, mais c'est-à-dire que ça se passe mal et tout. Enfin, ils savaient Ok, pas d'accord. comment me l'annoncer. Et puis donc, j'ai dû faire une scène d'accouchement, mais apocalyptique, D'accord. avec des cloufs de sang comme ça, et tout. Et le bébé meurt, et la mère meurt, et tout le monde pleure et tout. Et c'était drôle parce que moi, on est comédien, c'est ce qu'on disait. Donc, étant sur le point d'accoucher, Oui. jouer une femme qui meurt en accouchant ne me pose
aucun problème. Ouais. Mais je voulais quand même vous remercier tous les trois d'avoir permis de démystifier ces métiers parce que on fait tous des idées. Parfois, on a une belle voix, donc on peut être comédien. On n'imagine même pas ce que c'est du coup le métier de directrice artistique et encore moins du coup celui de chargé de production. Donc merci à vous trois d'avoir permis d'éclairer cela. Et passons du coup à la rubrique suivante. Deuxième mini-jeu. Alors cette fois-ci, des films vont s'afficher à l'écran et nos invités vont devoir deviner quel film a coûté le plus cher, quel film a mérité le plus de budget. Nous avons Cars 2 face à The Dark Knight. Alors, quel film a mérité le plus de budget? Bah, c'est compliqué parce que Promo comprise l'animation... Promo comprise. Ah ouais. Alors, c'est quand même L'animation, deux ça films. coûte cher d'office, hein, parce qu'il y a énormément de gens qui sont... Après, on parle aussi du Dark Knight, Batman quand même, DC Comics, des super-héros. Bah, moi, j'ai quand même envie de dire Cars. D'accord. Je pense aussi. C'est ton avis? Dessin animé? Cars? Véronique Cars? Tout film d'animation, le générique est interminable Ah oui, c'est parce long. qu'il y a vraiment énormément de postes, quoi. Donc oui, Cars, Et même donc- si... moi, j'adore Nolan, Alex, hein, mais... Challenger peut-être, un autre avis? Bah, je veux bien avoir un autre avis, mais si c'est pour me planter, merci. Allez, je veux bien, ok. Non, mais qu'est-ce que t'en penses? Comme Non, ça. mais ça va, j'ai le choix. Pour revenir au jeu, est-ce que Cars 2 pour tout le monde? Cars. Ouais. Cars. Et effectivement, vous avez raison, Et- 200 millions. C'est pas non plus. Ah, c'est pas fou. C'est C'est pas pas fou. fou, Ah ouais, ouais, c'est non, pas non, ouf, ça. non, Tout à fait, non, tout à fait. non, Ouais. non. C'est- Je croyais que ça allait être plus. Ah non, mais Ouais, voilà, moi aussi. effectivement. Deuxième jeu, Vice Versa, Rebelle. Cette fois-ci, deux films d'animation. L'un chez Disney et l'autre chez Disney aussi. Pixar aussi. Rebelle, moi, je dirais. Là. Rebelle, ouais. Ouais. Alors, Rebelle, Vice Versa, un avis? Moi, je dis vice versa, mais c'est vraiment pour dire que. Que tu dis autre chose. Mais non, mais ça me semble plus récent que Rebelle, je sais pas pourquoi. C'est possible. Oui, c'est possible. Et alors, Il y du a un coup, deux. j'ai Ah, je sais ouais, pas, peut-être. peut-être les Mais budgets aussi- augmentent. aussi- Aussi, moi, je me possible. demande si dans Vice Versa, il n'y a pas beaucoup plus de personnages que dans Rebelle. Allez, alors, je vous donne la réponse. Et effectivement, c'était le film Rebelle qui a coûté un peu plus cher, mais encore une fois, on est Pas sur des beaucoup, fourchettes, hein. c'est très maigre. Hein. Ah oui, c'est maigre. Alors, Oui, hein. Drive ou Le Bon Dieu 2? Oh, Drive. Mais Drive, est-ce que c'est bah pas oui. trop facile de dire Drive? Si, Oui, c'est trop d'autant facile, qu'il mais... il y a 6 personnages dans Drive. 8, allez. Oui, ils sont entre eux. Et que Oui, mais il y a des là, il y en scènes a de déjà le cascade, double, rien que. Bon, Sur après, c'est des. l'affiche. Non, Puis Le Bon Drive, Dieu quand 2. même, Drive. Il y a eu un Enfin, 3 aussi. Non, je pense. c'est super, ça doit être super. Merci Alex. C'est- Non, Ça fait envie, Drive. en tout cas. En plus, Drive, la BO de Drive, elle Oui. est dingue. Tout est dingue. dans Alors, ce film. je vous montre la réponse, mais je ne peux pas Commencez vous le par lui, justifier. Effectivement, c'est Le Ah, Bon Dieu non, 2 qui mais coûte non, un peu plus c'est cher. pas vrai. Et j'ai pas trouvé Pourquoi plus Mais d'infos. moi, je pense J'ai qu'ils encore ont, vérifié ce matin. ils ont tous pris Et les des costumes. sandwichs au homard C'est le budget midi. costume. Je pense que oui, c'est Le Bon Dieu 2, c'est vraiment un métier C'est d'acteur en fait. Et donc un film d'acteur, donc il y a beaucoup de distribution, tandis que. Non, mais alors, c'est sûr, c'est les sandwichs du midi au homard. Ouais, c'est ben, ça. C'est coûte ça. cher. On fait plaisir, C'est exactement. le pinard. en Le France. pinard en France et le parking à Paris, les frais de parking, Ça ça doit doit être déjà ça. 4 Ça doit être ça. millions. Prochain film. Alors deux films du même Oh là calibre. là. On a Edge of Tomorrow Ça, c'est dur. ou Tarzan. Euh, Alors, à Un votre fou. avis, Un fou. on a Tom Cruise et puis on a l'acteur Margot Robbie, je pense, qui a l'affiche. Oui, peut-être tout à Tarzan. fait, dans Tarzan. ouais, Euh, ouais. Pom, pom, pom. Moi, je dis Tarzan. J'ai juste j'ai envie pas de dire vu Tarzan. Edge of Tomorrow Ouais, c'est des. et j'ai pas vu Tarzan. Oui, moi non plus. D'accord. Ni l'un ni Donc l'autre. j'ai pas d'avis. Ok. Moi, je dis Tarzan. Tarzan. Yep. Et effectivement, Tarzan, Ouais, 180 millions. Mais C'est ouais. c'est proche, hein. Mais merci C'est Google vraiment qui était proche. très Ça précis. coûte 180 millions de dollars de faire un film. Alors, oui, Ah ouais, effectivement, t'as de ce vu point de vue-là, c'est tout à fait choquant. Quoi. Mais Ouais, c'est c'est sûr. complètement dingue. Voilà. Jurassic Park, Barbie, Ah, tu deux as monstres. doublé ça, Barbie, non? Oui, mais Ouais, pas mais le là, c'est film. le hein. film. Moi, je dirige tous les Barbie, les Mattel. Et aussi le film aussi Non, Ah non, bien non, sûr ouais. que non. Le film a été doublé à Paris, hélas. Putain, mais Jurassic Oh là Park, là. c'est très vieux. Alors, ça. c'est Jurassic World. Jurassic Alors, du coup, je World. pense que c'est la nouvelle saga, la trilogie là, Ah, qui est. ouais, Bah, c'est- en tout cas, le film Barbie a explosé tous les scores au niveau des rentrées. Ouais. Maintenant, au niveau du coût, Mais il y a la licence Mattel, ouais, j'ai encore envie une de dire fois. quand même Barbie. Ouais, Ouais. ouais. Ouais, moi je dirais Barbie aussi. Ok. Et malheureusement, Eh ben, encore une fois, 5 millions wow. de différence. Ouais, mais bon, Ouais, c'est- tout ça est bien cher aussi. Ouais, c'est ouais, une ouais. miette, quoi. C'est- oui. Quand on parle, C'est- 5 c'est une millions. miette. Attends, mais tiens. Deux films de DiCaprio, Loup de Wall Ah, Street le ou The Revenant. Revenant. Les Revenants de... Alors, Ouais, on a- Le Revenant. Le Revenant, c'est peut-être possible, je sais pas. je Alors, dis on Le a quand Revenant. même Martin Scorsese, un fameux casting Ouais, pour. moi, je dirais pas le revenant parce que c'est très centré sur lui. Ouais, c'est vrai. Et non, moi, je dis Ouais, le mais il y a loup de des- Wall Street. Ça tourne tout en haut. Oui, mais- là, oui, t'imagines, mais- ils ont dû amener toute leur équipe là-haut dans Ouais, le tout froid. à fait, effectivement. Les loger, les nourrir. Les ouais, loger, ouais. enfin,
DiCaprio, il n'a pas fallu le nourrir et on lui a donné du poisson. Mais les autres, oui. En tout cas, on voit sur l'affiche 2 têtes d'affiche. Il y a DiCaprio et Tom Hardy dans The Revenant, et tandis que dans Loup Street, il n'y a que DiCaprio. Donc on pourrait se dire que peut-être plus d'argent mis dans le film d'en haut parce qu'il y a 2 acteurs phares à payer. Ouais, puis je sais pas. Oui, de toute façon, tu vas me dire, ah oui, celui-là, il a coûté 100, Oui, 112 105, et oui, l'autre, 112 et 114. Ouais, voilà. Alors la réponse, C'est 200. effectivement, pour The Revenant, c'était du coup 135 millions. Ah ouais. Ah ben. Mais voilà, en tout cas, merci d'avoir participé. Ça change aussi un peu la dynamique et c'est toujours chouette de pouvoir aussi se rendre compte de l'argent qu'on injecte dans des films, qu'on pourrait quand même potentiellement injecter dans d'autres domaines de la vie, Ouais. qui Ça, pourraient nous c'est aider. pas Mais faux. voilà, en tout cas, merci pour les films que vous nous régalez. Et nous passons à la dernière rubrique. On arrive à la fin de l'émission. Une dernière question pour vous, mes chers invités. C'est quoi un peu votre actualité? Alors, tu m'as parlé d'un roman, Véronique, tu es aussi romancière. Peux-tu nous en expliquer en quelques mots en quoi cela consiste? Juste là, ce mois-ci, j'ai mon 15e roman qui va sortir. Et c'est une très chouette collection. C'est une collection qui s'appelle Les Belgiques. Ce sont des nouvelles autour de la Belgique. Et c'est assez prestigieux. Il y a des grands noms qui ont édité dans cette collection chez Kerr. Donc voilà, ce roman va sortir cet automne. À part ça, je fais des livres audio. C'est-à-dire que je lance un studio de livres audio chez moi et que je dirige donc avec certains camarades du doublage le livre audio, c'est encore une autre discipline, mais enfin c'est un peu les mêmes personnes qui se retrouvent en doublage et en livre audio. Autrement, en doublage, ça y est, ça redémarre, c'est la rentrée quoi. Donc il y a plusieurs séries qui démarrent sur lesquelles je suis ou DA ou comédienne. Et en dernier lieu, je dirais, donc mis à part l'écriture, parce que on m'a commandé une pièce de théâtre aussi, donc c'est très varié. Donc il y a des nouvelles, il y a des romans et des pièces de théâtre. Et depuis l'année dernière, je suis aussi éditrice dans une nouvelle maison d'édition. D'accord. Bravo. Donc j'accompagne des auteurs francophones. Hier, j'étais en repas avec un auteur congolais, donc, parce que la francophonie, on l'oublie toujours, Bien mais sûr. c'est encore bien plus l'Afrique que... Tout à fait. Donc la francophonie, c'est large et on a cette mission-là, cette volonté-là de permettre à des auteurs de francophonie élargie, parce que contrairement à ce que croient les Français, la francophonie, c'est pas Saint-Germain et éventuellement Paris, mais c'est très très large. Bien sûr. Voilà. Alex, Gwen, une actualité, vous avez un prochain projet qui arrive à la rentrée? Rapidement, bien sûr. Moi, je fais du théâtre dialectal, D'accord. donc en wallon. Et je donne des animations en wallon à destination des enfants, donc dans un centre culturel à Esoprel et dans des écoles du Grand Charleroi. On va faire un stage de doublage en wallon. Donc ce sera une grande première. Conceptuel, ok. C'est conceptuel. C'est aligner plusieurs casquettes, la casquette du dialectal et celle du doublage. Je m'en réjouis déjà et je lance une bouteille à la mer comme ça, mais j'aurais besoin d'un DA. Donc, Ah voilà, en tout cas, c'est des discussions qui vont peut-être avoir en dehors du studio, peut-être. Je parle wallon. Notre cher Alex, qui est au milieu, un projet sur lequel tu vas bientôt travailler. Ouais, je suis en train d'écrire un stand-up. Déjà, je ne sais pas comment on fait, mais venez voir, tant pis. Pardon. Déjà, je me lance sur les réseaux sociaux parce que j'ai décidé de devenir un très très grand influenceur pour devenir riche. Honnête, hein. Voilà. Et je vais faire du doublage, plein, et c'est tout. Mais C'est bien, non? C'est beaucoup, c'est beaucoup. C'est déjà beaucoup, bien, c'est déjà beaucoup. bravo, Ça fait, bravo. mais c'est moins que mes copines. C'est Non, plus pas rapide. du tout, c'est pas moins, c'est différent. Merci pour votre participation à l'émission. C'était vraiment un réel plaisir de vous rencontrer et de découvrir aussi un peu votre métier, de démystifier tout ça. Je tiens aussi à remercier l'équipe technique qui m'accompagne à chaque fois pour ce 3e épisode. Un grand merci à eux parce que, l'air de rien, des caméras et un son, il faut quand même que les gens puissent y coller. On se retrouve très bientôt pour notre dernier épisode sur Milkshake et passez un bon moment. Et j'espère que vous avez appris des choses. Au revoir.